Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 77e épisode du podcast À côté de mes pompes en ce vendredi qui marque le début des vacances pour moi. 15 jours à la maison pour préparer tranquillement les fêtes de Noël et du Nouvel An. Pour d'autres, ça rime avec une grosse activité professionnelle, donc une petite pensée pour toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied pendant cette période de fête. J'espère que vous tenez le choc et puis si vous avez la possibilité de mettre quelques épisodes dans vos oreilles histoire de passer un peu le temps si le lieu de travail où vous exercez vous le permet, n'hésitez pas à rattraper votre retard puisque il y a déjà 76 épisodes avant celui-ci. En tout cas, la fin d'année, c'est toujours un petit peu l'heure des bilans. Qu'est-ce que vous en tirez de cette année 2021 ? Est-ce qu'elle a été prolifique pour vous ? Est-ce que vous en avez tiré des satisfactions sur le plan personnel ou sur le plan sportif ? Ou bien même sur les deux. Et puis, il sera temps dans les prochains jours de se tourner, et peut-être que vous avez déjà commencé à le faire, vers ces objectifs de 2022. De quoi sera fait votre année sportive ? Venez en discuter sur les réseaux. Instagram, Facebook, n'hésitez pas, les canaux sont ouverts. Je suis là pour vous écouter, répondre à vos commentaires. Et puis, petit clin d'œil aux personnes qui utilisent des outils Apple. En regardant mes statistiques, j'ai constaté que vous étiez 44% à écouter le podcast à partir d'un de ces appareils, typique iPhone. Alors, je vous attends pour laisser de nombreux commentaires là pendant les vacances sur Apple Podcast, de façon à faire connaître et grandir encore plus la communauté du podcast À côté de mes pompes. Alors dans l'épisode du jour, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un invité, mais je ne vais pas vous dévoiler tout de suite son identité. Vous allez essayer de deviner. Alors, il est d'origine italienne, mais il vit en France depuis l'âge de 18 ans. Il travaille chez Disney. Si vous êtes adepte de ce parc d'attractions, vous pouvez peut-être l'avoir déjà croisé ou vous risquez de le croiser sur une des attractions. Il est adepte des longues distances, voire des très 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 longues distances. Il est le vainqueur du Tour des Glaciers qu'il a réalisé et bouclé en 138 heures pour parcourir 450 km en ne dormant que 8 heures sur l'intégralité du parcours. Alors, avez-vous trouvé ? J'ai eu l'immense plaisir donc de recevoir Lucas Papy, trailer, ultra trailer. Il est difficile de le mettre dans une catégorie, tellement les exploits qu'il accomplit sont de nature très très diverse. Lucas, c'est un passionné de course à pied et à travers cet épisode, il va vous transmettre cette passion en toute simplicité. Alors dans cet épisode, Lucas nous évoque sa préparation, comment il en est venu à parcourir de telles distances. Alors, petite info concernant l'épisode, il était aux Canaries lorsqu'il a enregistré cet épisode avec moi en préparation d'une course, la Gomera 360 Challenge. Donc voilà, un globetrotter facilement reconnaissable avec ce petit hérisson qu'il a sur la casquette. Et puis moi je remercie Lucas pour avoir trouvé un petit temps dans son agenda donc très très chargé pour enregistrer cet épisode. Je vous souhaite en tout cas un très bel épisode. Bonne écoute à vous. Bonjour Lucas, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va faire un épisode un petit peu moins long que tes sorties habituelles parce que si on se réfère à ta course du Tour des Glaciers, tu es parti pour plus de 120 heures. Là on va se contenter d'1 heure d'entretien. Je vais te laisser te présenter et je voulais d'abord savoir comment tu allais et où tu te situes en ce moment. Je crois que tu es sur les îles Canaries en préparation d'une course. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je m'appelle Lucas Papy, j'habite en Île-de-France, je suis italien, arrivé en France, ça fait 22 ans que je suis en France, et là actuellement je suis sur l'île des Gomera, aux îles Canaries, pour préparer justement la course la 360 qui aura lieu à Gomera dans 9 jours. Ce sera ta dernière course de la saison ou il y aura encore de nombreux kilomètres au compteur ? Ça sera le dernier objectif, on va dire, la saison. Après, il y aura encore des kilomètres et des courses. Notamment, il y aura gros, ce sera le Trail du Loup Blanc parce que c'est un 75, un peu plus de 75 les samedis et une trentaine le dimanche. Et après, il y aura les 40 bosses en Île-de-France et puis peut-être qu'on en trouvera d'autres.
Alors, la question que les auditeurs se posent et que des camarades du club de course à pied se posent, c'est comment tu fais pour enchaîner autant de kilomètres sans te blesser finalement. C'est quelque chose qui est quotidien pour toi, cette pratique de la course à pied. Combien en moyenne tu fais de kilomètres par jour? Oui, après, j'ai pas une moyenne par jour, ça dépend. Là, je suis en congé parental, donc ça fait un peu de temps que je travaille pas. Sinon, quand je travaille, c'est minimum 24 par jour. C'est 12 l'aller, 12 au retour pour le travail. Et après, après, en dehors des journées de travail, il y a des courses le week-end, donc ça dépend de la longueur de la course. Et quand je travaillais, je me faisais des semaines entre 150 et 250 kilomètres. Ce n'est pas ton sport de prédilection, la course à pied. Comment elle est venue? Comment elle est arrivée dans ta vie? C'est très, très récent au regard de ton âge. Alors, tu es pas très, très, très vieux, hein. On a à peu près le même âge, hein. Moi, je viens de basculer sur la quarantaine. Toi, ça fait une dizaine d'années que tu cours seulement, ou est-ce que tu pratiquais déjà étant jeune? Moi, ça fait une dizaine d'années que je cours. Avant, j'étais pompier volontaire, je suis toujours pompier volontaire. Donc, quand on est pompier, à la caserne, des fois, on va courir, mais c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et voilà, c'est vraiment occasionnellement. Je faisais un peu de sport pour m'entretenir, mais sans plus. Et la course à pied est venue en 2010. On s'est lancé un défi à la caserne d'aller faire les semi-marathons de Paris. Et donc, dès là, j'ai commencé à courir réellement sur des courses. Ça m'a plu et j'ai continué. Et je suis allé très vite sur les longues distances. Et justement, c'est cette question-là. Comment tu as basculé sur des longues distances? On dit qu'il faut de la progressivité. Toi, tu es rapidement parti sur la nature, les grands espaces. Aujourd'hui, le bitume, est-ce que tu en fais encore un petit peu ou c'est quelque chose que tu fais de façon très, très, très épisodique? Ouais, c'est très épisodique aujourd'hui. C'est vraiment quand j'ai rien à faire et qu'il y a une course pas loin de la maison sur bitume, oui, je vais la faire, mais c'est rare. C'est rare. Après, oui, je suis allé progressivement. J'ai fait les semi-marathons de Paris au mois de février. J'ai fait les crosses du Mont Blanc au mois de juin, donc 23 kilomètres avec 1500 mètres. Ensuite, au mois de septembre, j'ai fait les trails des Aiguilles Rouges, 50 avec 4000. Et au mois de novembre, j'ai fait les Templiers avec à peu près 80 kilomètres. Voilà, c'était progressif, j'en ai fait une à la fois. Une à la fois, oui, mais avec quand même une montée relativement rapide. Quand je vois tes sorties ou les courses que tu peux faire, on reste admiratif. On te prend quand même pour un ovni, un extraterrien. D'autant plus que la région où tu habites n'est pas des plus vallonnées. Alors, comment tu fais pour justement arriver à trouver du dénivelé dans une région qui n'offre que très, très peu de relief? J'en trouve pas. C'est-à-dire que là, bon, là, avec les Covid, ça s'est un peu diminué, mais jusqu'en 2019, j'ai dû faire, je crois, 46 courses dans l'année. Donc, la dénivelée, je la trouve les week-ends dans la course. C'est la course du week-end qui me prépare pour la course du week-end suivant. Alors, ton entraînement, il se compose de quoi, Lucas? Parce que est-ce que c'est que des sorties en endurance? Est-ce que tu as un travail de musculation derrière? En sachant, et tu l'as dit, tu as une activité professionnelle, tu es pompier en plus volontaire en parallèle, jeune papa, et tout ça, ça rentre quand même dans ton emploi du temps. Alors, comment tu fais pour t'organiser? Les entraînements, c'est juste les trajets au travail. C'est pour ça, bon, là, j'ai pas de travail pour l'instant, du coup. Donc, c'est tant mieux. Mais du coup, on est passé des 24 kilomètres par jour. Je suis passé peut-être à 50-60 kilomètres par semaine, donc hors compétition. Donc oui, non, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai pas le temps, justement. Donc, et d'autant moins, j'ai pas le temps de structurer des séances, de faire vraiment du travail comme pourrait faire quelqu'un de professionnel, on va dire. Et tu t'es toujours entraîné seul ou tu as quelqu'un qui t'accompagne dans ces préparations? Tu es un autodidacte? Je me suis toujours entraîné seul. Après, j'avais des copains avec qui je me suis entraîné qui ont des notions de course à pied. Longtemps avec mon ami Manu. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que j'ai déménagé un peu loin de sa maison et j'ai pas de temps. Donc voilà. Mais
Sinon, non, j'ai pas d'entraîneur ou quoi. Alors, cet attrait pour les grands espaces, comment il t'est venu? C'était naturel? Enfant, déjà, tu étais tourné vers la nature, vers ces sommets, ces montagnes, dans ton Italie natale? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'était naturel. Ben, en Italie, j'habitais dans un village de 200 habitants à la montagne. Donc forcément, oui, c'est venu, c'est venu tout seul, quoi. Quand j'ai recommencé à courir, ces côtés-là, ça m'a toujours plu. Quand on débute comme ça dans le trail, est-ce que tu t'imaginais réaliser des courses aussi grandes que celles que tu as jusqu'à présent réalisées, t'emmenant sur de nombreuses heures, de nombreux jours, de nombreux kilomètres avec des dénivelés plus qu'impressionnants? Est-ce que tu l'imaginais ça? Non, non, franchement, j'imaginais pas. Mais je me suis jamais posé trop de questions. J'ai vu des courses, j'ai essayé, et puis ça a marché. J'ai essayé la suivante, quoi. Donc sans planification, sans plan de carrière, tu restes comme ça au feeling, les courses elles Non, viennent. c'est ça, ça vient, c'est au plaisir, voilà, j'ai des copains qui me disent, il y a celle-là, viens la faire, et puis voilà, puis comme j'arrive à enchaîner, ben, je les fais toutes. Mais c'est justement ça. Comment tu arrives à enchaîner les courses avec on va dire, une résistance à toute épreuve? Ça, c'est la question qui nous trotte tous dans la tête. Comment fais-tu pour pouvoir parcourir autant de kilomètres et puis dans des terrains qui ne sont pas forcément toujours très faciles à pratiquer? Je voyais encore ta story donc cet après-midi, c'est des pentes vertigineuses. Pour toi, c'est de la balade? Oui, oui, tout à fait. C'est plus de la balade que de la course, donc on se blesse moins quand on va à ces rythmes-là. Et c'est de la grosse balade. Le plus dur, c'est de gérer le sommeil. En fait, c'est pas une fois que le corps est habitué à enchaîner, j'ai réussi à m'habituer sans me blesser. Après, ça va tout seul. L'être humain, il est fait pour marcher. Il est pas fait pour s'asseoir dans un bureau devant un écran. Voilà, c'est un peu l'histoire de l'homme. À la base, c'est des chasseurs. L'homme chassait des animaux beaucoup plus rapides que lui à l'épuisement. Donc pendant des jours, suivait des animaux dans l'histoire. Donc c'est un peu ça. Hein, pas, on- voilà. Après ta première grande course, qu'est-ce que tu t'es dit? Cette fois-ci, bon, 80 kilomètres, faut que je fasse plus. Est-ce que c'est une quête du toujours plus, justement, dans les courses auxquelles tu participes, ou pas forcément? Pas forcément une quête du toujours plus. Je me suis rendu compte en fait que plus c'est long, plus c'est long en distance, plus ça va durer de temps, ou plus c'est difficile au niveau terrain, et mieux ça me va. Donc c'est pour ça, je vais dans les distances qui me correspondent. Donc, des courses, des petits trails, ça, c'est des choses auxquelles tu prends part, mais vraiment pour accompagner les copains, sans pour autant, au fond de toi-même, y prendre un grand plaisir. Euh, Si, je prends plaisir à faire des petites distances. Après, c'est pas la même chose. Les petites distances, c'est plus d'entraînement, on va dire. C'est plus faire une sortie longue. Voilà, c'est faire une sortie longue avec des ravitaillements, c'est pas plus mal. Il faut aussi pour faire de longues distances, il faut faire des kilomètres. Donc si on s'entraîne pas et qu'on va faire en 200 kilomètres, au final on aura du mal. Alors qu'en faisant des petites distances mais tout enchaîné, ça permet de s'entraîner. Alors, est-ce que tu es vigilant? Tu parles de ravitaillement. Est-ce que tu es vigilant en dehors des périodes de compétition à ton alimentation? Parce que pour être, on va dire, comme tu l'es, hein, quelqu'un qui enchaîne de nombreuses courses, et je te demanderai après combien de kilomètres tu réalises chaque année, est-ce que tu as un soin particulier à ce que tu mets dans ton assiette? Euh, Franchement, je fais attention dans le sens où euh, aux quantités de nourriture qu'ils mangent. J'adore les fruits et les légumes, mais je ferai pas non plus. Je me prive pas. Je me prive pas. Après voilà, si je dois faire une raclette, j'en fais pas une tous les 2 jours.
Mais si j'ai envie de raclette, je me fais une raclette, on va dire. Alors, je lisais sur une petite interview que ton astuce, c'était une eau particulière, l'eau de Saint-Yor, qui semble-t-il te procure de bons résultats. Est-ce que c'est le seul élément qui fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui arrive à tenir la longue distance, ou est-ce que c'est le hasard que cette eau peut t'apporter en oligo-éléments et dans cette faculté peut-être à récupérer un petit peu plus facilement que la moyenne? L'eau de ceinture, elle aide bien, hein, parce que voilà, il y a des oligo-éléments, il y a plein de sels minéraux, il y a du bicarbonate du bicarbonate qui est bien aussi, qui est bien aussi à éliminer toutes les, tous les mauvais, les mots m'échappent, et qui est aussi éliminé. Euh, donc, euh, donc c'est une eau qui fait du bien. Après, c'est vrai que oui, il y aurait d'autres produits, autre chose, mais bon, ça, c'est un produit qui est naturel, qui fonctionne bien. Autant l'utiliser. Moi, je prends toujours de la ceinture, même en course, avec un peu de sirop, ça rajoute un peu de sucre, ça aide bien, ça aide bien. Et ça évite de prendre d'autres types de produits, type les boissons et tout ça, les poudres, voilà, dans l'eau. C'est- On a des choses naturelles, autant en profiter. Et au niveau des personnes qui t'accompagnent quand tu es sur une course de très très longue distance, les ravitaillements, comment ça se passe, comment ça se gère? Est-ce qu'il y a eu une équipe qui vient autour de toi pour justement préparer ces différents sacs pour t'apporter les meilleurs ravitaillements possibles sur une course qui fait 60-80 km? Bon, je pense que les gens n'ont pas besoin d'aller trop loin, mais quand tu pars sur 4-5 jours de ravitaillement, comment ça se passe? Non, franchement, c'est moi qui me prépare mes choses, mais euh, dans le sac, il n'y a jamais grand-chose dans le sac de ravitaillement. J'essaie toujours de me ravitailler le plus possible le plus possible au niveau des ravitaillements de la course. Je sais pas des gros ravitaillements perso. Je suis pas trop fan déjà parce que s'il y a quelqu'un qui me suit, euh, il faut qu'il arrive. Donc des fois, il peut arriver que la personne n'arrive pas. Donc pour moi, il faut que je sois capable de me ravitailler tout seul. Et puis voilà. Puis s'il y a quelqu'un qui vient aider, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, ça sera un coup de main, mais ce sera jamais l'essentiel de ma course. Et j'essaie vraiment essentiellement de me ravitailler au ravitaillement. Et quand on part sur 4-5 jours, en termes d'alimentation, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que tu prends sur les ravitaillements qui se présentent à toi? Euh, Est-ce que c'est du ce qu'il y a, sucré, j'ai du envie de dire. salé? Est-ce que tu as des phases où il y a peut-être plus de salé parce que tu en as plus envie, des choses qui... C'est souvent du salé, très très souvent du salé. Après, il y a des fois où j'aurais envie de sucré, je prendrais du sucré, mais c'est vrai que au tort, souvent je prenais ce qu'il y avait, hein, c'était de la polenta, un plat de pâtes, des choses comme ça. Et par exemple, un chocolat chaud, des biscuits. Voilà, c'est vraiment. Après, ça dépend de ce qu'on trouve aussi au ravitaillement. Et sur, on va dire, des compétitions qui nécessitent peut-être un peu plus de chaleur, parce que tu as participé au Half Marathon des Sables il n'y a pas tellement longtemps. Les conditions climatiques, tu t'adaptes, parce que c'est pas la même chose que que la montagne. Tu es aussi à l'aise sur un terrain un petit peu plus frais, un petit peu plus hivernal qu'un terrain chaud. Tu n'as pas forcément de difficultés contre ces différents éléments. Franchement, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, ça me va très bien. Si j'ai pas, pour l'instant, ces types de terrains, on va dire, me vont très bien. Je baisse très peu on va dire, d'intensité des régimes quand je suis sur des terrains comme ça par rapport aux autres concurrents. Est-ce que tu es déjà passé entre les mains de services médicaux pour observer justement cette capacité à tenir des très 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 longues distances? C'est pas quelque chose euh, qui est très commun d'avoir des coureurs comme toi qui partent sur des épopées au long cours. Et là, c'est peu de le dire. Quand tu t'élances sur 300, 350 km, voire plus encore, euh, qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? Ils te mettent en garde, entre guillemets, ou
tout va bien et tu n'as jamais été confronté à ce genre de péripéties, de bobos, de mise en garde peut-être. Est-ce que des personnes t'ont déjà dit, Lucas, attention, là tu vas peut-être un petit peu trop loin? Franchement, du milieu médical, non, jamais. J'ai jamais eu des gros problèmes ou quoi pour devoir consulter un médecin, mis à part quand je vais faire mes certificats. Mais non, j'ai jamais eu de. Les mises en garde, ça vient plutôt de- dans dans les réseaux sociaux, les gens qui disent mais t'en fais trop, arrête. Mais voilà, c'est pas. Généralement, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ne me connaissent pas. Donc c'est pas vraiment significatif, j'ai envie de dire. Et dans les pelotons, l'accueil de Lucas Papi, qu'est-ce qu'ils disent les coureurs qui sont autour de toi au départ d'une course? J'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir, qui viennent me féliciter, me serrer la main, faire des photos, voire des fois demander des autographes. Ça fait plaisir, c'est sympa. C'est un côté convivial que j'aime bien. Est-ce que tu pensais, là je reviens encore à ce début de carrière, hein, que tu pourrais être un modèle pour certains coureurs? Et là, quand je parle de modèle, c'est des coureurs qui sont dans mon club qui m'ont dit, ben, Lucas Papi, voilà, c'est quelqu'un qui pèse, qui compte dans le monde du trail et ben, ils sont admiratifs devant ce que tu réalises. Est-ce que ça, tu l'avais peut-être pensé à un moment donné ou est-ce que ça te dépasse un petit peu? Franchement, j'avais pas pensé à en arriver là. Franchement, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas attendu. C'est vraiment quelque chose qui est, voilà, c'est moi, je m'amuse, je prends du plaisir. Je pensais pas arriver à un tel point. Et par rapport à ton emploi du temps de jeune papa, donc tu as une activité, là tu as dit hein, que tu étais en congé parental, comment tu organises ta vie de famille justement? La course à pied, elle prend de la place parce que pour faire des compétitions comme tu les mènes sur de très très longues distances, il faut de l'entraînement, même si il semblerait que tu sois pourvu d'une résistance à toute épreuve et un corps très très solide. Mais comment tu organises tes journées? Est-ce que tu sors tôt le matin, tu pars tard le soir? Comment ça se passe au quotidien? Comment ça se passe? Je m'occupe quand je suis pas en course. Là, par exemple, je suis 2 semaines sans être à la maison, donc là, c'est du pur entraînement, de la reconnaissance des parcours et tout. Sinon, autrement, je vais courir quand je peux et généralement, je peux un jour sur deux. Et le reste du temps, j'essaye d'être présent au maximum à la maison pour m'occuper des enfants et, euh, et voilà, et faire avancer un peu tout à la maison. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, c'est vraiment des moments à moi quand je suis à la maison, je n'en ai pas. Et franchement, j'ai très peu de moments à moi. Alors, tu arrives à dormir quand même un petit peu parce que sur certaines courses, je pense que le sommeil n'a pas été très important. Tu dois minimiser, on va dire, les heures de sommeil. Est-ce que c'est au quotidien un élément que tu arrives à soigner? Est-ce que tu as besoin de très peu de sommeil au point que sur les courses, tu sois capable de tenir peut-être un petit peu plus longtemps que les autres? Après, j'arrive à dormir. Je dors pas assez, je pense, parce que j'ai pas forcément le temps. Euh, mais, euh, mais non, j'arrive en fait à avoir du sommeil profond assez rapidement. Donc, euh, j'arrive à faire des siestes dans la journée qui sont assez réparatrices en très peu de temps. Donc ça, c'est un des atouts de pouvoir s'endormir, on va dire, très Ouais, rapidement pour récupérer spontanément. tout à fait. Et je pense qu'en ce moment, en ce moment, j'ai vraiment, je dors pas beaucoup. Euh, comment dire? Euh, je pense que oui, ça me ferait du bien de réussir à me reposer un peu plus. Mais là, à la maison, c'est pas possible. Donc, jeune papa, hein, tu viens d'être papa d'une petite fille, c'est ça? Ce qui fait que les nuits sont C'est peut-être ça, pas tout à fait. forcément très reposantes. Tout à fait, tout à fait. C'est pas ça. Après, ma fille, c'est surtout maman qui s'en occupe parce qu'elle est toujours au sein. Donc ça va, mais les grands, lui, il est assez agité, donc c'est un peu compliqué en ce moment avec lui. Et il a 3 ans, donc voilà, c'est vraiment.
C'est du non-stop. C'est du non-stop, ouais. Il y a que quand tu cours que tu as finalement des petits moments à toi. C'est ça. C'est ça. Quand tu pars sur un stage de préparation, là, comme cette course qui s'annonce donc dans les jours à venir, qui s'occupe de toi? Est-ce que tu as une équipe derrière toi, un sponsor? Qui sont les personnes qui gravitent autour de toi? Est-ce que ce sont des partenaires privés qui t'accompagnent et qui te font confiance, des marques peut-être qui te fournissent en matériel? Mais tout à fait, oui. J'ai WAA qui m'accompagne depuis 2015, donc depuis que j'ai commencé les très longues distances, même avant que j'ai commencé les très longues distances, ils étaient avec moi, qui m'aident beaucoup. Et après, il y a beaucoup d'autres marques qui sont rajoutées. Principalement, il y a NBS c'est un système de bloc classé qui est très sympa. Et c'est une marque qui m'aide beaucoup. Euh, et ensuite, j'ai Gollum pour les frontales, euh, j'ai Injinji pour les chaussettes. Il y a Vibram aussi qui m'aide pour les semelles, Topo pour les chaussures. Bref, j'ai beaucoup de marques qui sont rajoutées. NAC, les barres des céréales, les pains du montagnard. C'est beaucoup d'aides en fait. Toutes ces dernières, c'est des petites aides j'ai envie de dire en nature. Ils me donnent leurs produits, ce qui fait qu'actuellement, je ne paye aucun produit. C'est assez exceptionnel. Je me retrouve quand je vais en course, les budgets équipements, on va dire, à partir des chaussettes, chaussures, de la semelle des chaussures jusqu'à la casquette, tout est offert. Donc c'est vraiment un grand aide. Et voilà, WA, puis NBS et Gollum m'aident aussi financièrement et c'est pas mal parce que j'ai beaucoup de déplacements et tout qui sont pris en charge par ces sponsors. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Sans eux, je ne pourrais pas faire ça. C'est juste pas possible. Est-ce que tu as pensé à un moment donné, ou peut-être que tu as été approché par ces grosses équipes, ces gros teams qui font partie du monde du trail? Ou est-ce que tu es toujours resté un petit peu en retrait? Est-ce que c'est une volonté personnelle ou est-ce que tu n'as pas été approché par ces grandes marques, Team Oka, Salomon, des personnes qui pèsent dans le monde du trail? Non, j'ai jamais été approché. Je pense que mon profil est assez atypique et que je pense que les marques ne sauraient pas comment me caser ou me mettre et ils ne pourraient pas me contrôler parce que j'ai envie de dire, je fais ce que je veux. Donc ça ne correspond pas forcément à toutes les marques. Moi, chez WA, on m'a dit, reste comme tu es, nous, on te veut comme ça, tu corresponds à l'image de la marque. Donc c'est pour ça que je suis resté avec eux. Et c'est comme je leur ai dit il y a quelques temps, je dis, moi, mon image, elle est née avec WA et elle a grandi avec l'image de la marque. Donc je dis, c'est quelque chose qui est, et chez WA, on me dit, fais ce que tu veux. On n'est jamais venu me dire, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. C'est, l'AlphaMDS, c'est WA qui l'organise, mais on m'a jamais obligé à y aller. C'est moi qui ai décidé d'y aller parce que j'avais envie d'y aller, parce que ça me plaît. C'est ça qui est, et on n'est jamais venu me dire, tiens, il faut que tu fasses telle course, telle course. À un moment, on était partenaire de certaines courses. Jamais on est venu me dire, non, mais tu dois aller là, on veut que tu y ailles. C'est vraiment, et on m'a jamais donné non plus d'obligation de résultats. C'est pour ça, voilà, que j'y suis. Et aujourd'hui, ton image, est-ce que tu la cultives? Cette crinière donc qui te correspond, qui te représente, est-ce que aujourd'hui tu en es prisonnier? Est-ce que comme moi, tu pourrais basculer sur quelque chose de beaucoup plus facile le matin avec très peu de cheveux à coiffer? Ou est-ce que tu es vraiment, toi, attaché? Moi, ça me plaît d'avoir les cheveux longs, ça me plaît voilà, je dis pas que j'ai cultivé mon image, mais c'est vrai que je suis comme j'aime être. Et ce que je dis aux gens, ça se trouve demain j'aurai envie de faire la boule à zéro, je la ferai. Hein, c'est pas, ça n'empêche pas. C'est pas, voilà. Après, j'adore partager. C'est pour ça le fait d'aller sur les réseaux sociaux, d'être présent sur les réseaux, de mettre plein d'images et tout, c'est par plaisir. C'est par plaisir. C'est pas une obligation. Ça fait plaisir de pouvoir montrer aux autres ces paysages. Comme je dis aujourd'hui à Gomera, je suis arrivé, le paysage c'est tellement beau. Je dis tiens, je vais faire une vidéo parce que c'est sympa, parce il faut le montrer. Voilà.
Et c'est vrai que l'image que tu renvoies à travers donc cet épisode de podcast, très nature, très franc, bah, c'est ce qui transpire des réseaux sociaux. Pour toi, c'est un outil de pouvoir partager encore plus avec des trailers, avec des passionnés de nature. Ces réseaux sociaux t'aident justement dans cette idée de partage et de transmission. Oui, tout à fait, oui, ça aide énormément. Ça aide énormément. Après, en ce moment, j'ai tellement on va dire, des messages et tout, j'ai du mal à suivre, hein. Franchement, il y en a qui passent à la trappe. J'ai eu une fois un message de quelqu'un qui me dit, oui, mais Lucas, je t'avais demandé quelque chose, hein. Oui, mais j'ai une vingtaine, voire plus de messages par jour et voilà, c'est pas mon occupation principale, c'est pas aller répondre aux messages. Donc il y a un moment, des fois, je passe à côté de quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un outil de partage énorme. Ça permet de rencontrer des gens. Des fois, je vais courir avec des personnes. Alors, je me retrouve avec des gens à la maison parce que ils passent à côté de la maison. Je leur dis, bah, viens manger alors que je les connais pas. Ça peut être sympa. C'est vraiment un côté très convivial. Et dans le trail, c'est ce que tu aimes, ce partage qui est peut-être un petit peu moins présent sur des courses sur route où on a toujours les yeux rivés sur le chrono. En trail, voilà, tu regardes pas la montre, hormis peut-être pour le dénivelé. Oui, c'est ça. C'est un trail, c'est différent. C'est un autre, c'est une autre ambiance, une autre mentalité. Donc c'est vraiment autre chose. Moi, j'adore ces côtés-là où on peut partager, on peut. Après, il y en a qui ont pas envie, hein. Il y a des coureurs, on les croise, ils n'ont pas envie de discuter. Et voilà. Mais la plupart du temps, on rencontre des gens qui sont toujours ouverts, qui ont toujours envie de, voilà, d'échanger. C'est vraiment un côté très sympathique, très enrichissant. Alors, pour revenir sur l'une des compétitions que tu as gagnées à 2 reprises, à savoir le Tour des Glaciers, Oui. comment on se prépare psychologiquement pour une telle distance, parce que c'est quand même 450 km, plus de 32 000 mètres de dénivelé. C'est facile de prendre le départ ou est-ce qu'on est quand même un peu fébrile, malgré ton expérience et malgré le fait que tu accumules les kilomètres chaque année depuis plus de 10 ans? Bah, quand j'ai pris le départ la première fois, j'étais pas très fébrile, j'avais surtout hâte de découvrir. C'était une première. J'étais peut-être plus anxieux la deuxième fois parce que la première année, j'ai quand même fait 6 nuits dehors, comme cette année d'ailleurs. Et j'ai quand même fait la première année quelque chose comme sur les 134 heures de cours, j'ai dû faire peut-être 114 ou 120 heures tout seul. Donc et là, cette année, je me disais, ça va être quand même long parce que c'est moi j'aime bien le partager. Donc je dis, je vais encore me taper au moins 5 jours tout seul, quoi. Donc cette année, j'ai eu la chance de trouver Jules Henry au bout de 24 heures de course, de commencer un peu à courir avec lui. Au final, comme ça, tout seul, ça n'est arrivé à ce que fasse toute la course ensemble. Donc vraiment, c'était un plaisir. Mais c'est vrai qu'au départ, cette année, j'étais un peu plus anxieux, on va dire, parce que voilà, c'est long, c'est long. Quand on fait des courses comme ça, on sait qu'on va passer longtemps tout seul. C'est un côté que j'aime bien passer du temps tout seul, mais une journée, c'est une chose. Après, quand on passe 6 jours tout seul, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est dur. Et au départ de ce Tour des Glaciers, vous étiez combien? Le peloton ne devait pas être très très conséquent. Cette année, je crois qu'on était une soixantaine, parce que voilà, vu les années qui sont passées, il y a beaucoup d'étrangers qui n'ont pas pu venir, il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont fait qu'il y avait moins d'inscrits. Et oui, non, sinon autrement, on aurait dû être une centaine, je pense, entre 100 et 200. Ouais. Et sur ces nombreux jours de course, hein, on ne parle pas non plus d'heures, là c'est vraiment des jours de course. Comment tu l'as vécu entre le début, hein, où tu avais peut-être cette appréhension parce que tu savais à quoi t'attendre, et jusqu'à l'arrivée? Par quelles étapes tu es passé? Si tu peux le raconter un petit peu aux auditeurs, des moments peut-être d'euphorie, des doutes, des hallucinations, est-ce que ce sont des choses qui là prennent encore plus d'ampleur au regard de l'immensité qui t'attend? Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de moments. C'était très. On était très organisés, on était à deux.
avec Julien-Henri, on connaissait tous les deux le parcours. On sait tous les deux très bien se gérer, très bien organiser la suite. Donc, on a passé toute la course étape par étape à se projeter en avant en disant, bah, tiens, le matin, on programmait l'après-midi. L'après-midi, et on savait déjà la nuit à quelle heure on serait arrivé à Terre Refuge, à quelle heure on aurait dormi. Donc, tout était vu et calculé. Il y a eu des moments de moins bien. Et le moment de moins bien qu'on a eu un tel endroit, les soirs à 21h, on a eu un soir à 21h où on a eu un coup de mou. On le savait déjà depuis le matin à 7h. Parce que c'était le parcours qui faisait que les endroits où on aurait pu se reposer, il n'y en avait pas. On savait très bien que les soirs à telle heure, on aurait eu un coup de mou, qu'on serait arrivé pas à la bonne heure au refuge, qu'on aurait eu encore une nuit un peu difficile. Voilà, il y a eu 2 nuits difficiles sur les 6 et voilà, et ça nous est pas tombé dessus. On a vraiment tout programmé. On savait vraiment comment ça serait passé. Donc, le fait d'être à deux, finalement, vous vous êtes entraidés, relayés et te connaissant bien, il y a eu très peu de surprises. Donc, vous partez pour cette course de 450 km avec des nuits possibles en refuge. Tu n'as pas dormi dehors sous la tente. Là, déjà, on n'a pas de tente, donc ça limite les choses. Et oui, effectivement, il y a tous les 12 à 20-25 kilomètres, il y a un refuge. Donc dans tous les refuges qu'on passe, sur les tordes glacées, on a le droit de dormir. Donc voilà, quand on est dehors et qu'il fait des températures proches du zéro, il n'est pas très indiqué de dormir dehors. Donc alors, il faut vraiment amener un autre équipement, une tente ou quoi. Et là, c'est pas la même course. Et justement, en termes d'équipement, tu disais tout à l'heure partir relativement léger, trouvant le ravitaillement sur la course. Mais au niveau des vêtements, des chaussettes, des sous-vêtements, des chaussures, est-ce que tu as la possibilité de changer? Tu as des sacs qui sont peut-être déposés à certains endroits. Comment ça se passe? Alors, sur les torts, il y a un sac qui suit à chaque base vie. Donc, sur les 450 km, on avait 3 bases vie, une au 160e, une au 220e à peu près, une au 280e à peu près. Donc, effectivement, les premiers 160 km, on n'avait rien. Les derniers, quasiment 180 km, on n'avait rien. Mais oui, effectivement, la chose que j'ai changé tout le temps, c'était les chaussettes. J'ai une fois changé de chaussures et voilà, j'ai changé 3-4 fois de chaussettes. Donc, sans connaître les ampoules, tout ça, les pieds étaient en bon état ou est-ce qu'il y a quand même besoin de petits soins sur la course? J'ai dû avoir, au base vie, j'ai dû être soigné les ampoules. J'ai dû avoir une petite ampoule, je crois, je sais même plus. Oui, je vais avoir une ou deux petites ampoules, mais rien de plus, rien de plus. Donc, toujours avec la ceinture dans les gourdes. Ça, c'est c'est le carburant principal. Ça, dans le sac base vie, il y avait, ce qui prenait le plus de place, c'était 2-3 bouteilles de ceinture. Après, c'était limité parce qu'avec 3 bases vie, du coup, voilà, il n'y a pas assez pour en avoir tout le temps, mais oui, j'en avais quelques-unes. Et au refuge, tu profites d'une alimentation peut-être un petit peu plus gastronomique que les bars ou ce que tu as dans le sac habituellement. Comment ça se passe sur les repas, sur le sommeil? Parce que le chrono, il continue à tourner même quand vous êtes au refuge et en train de dormir. Donc, c'est une gestion également du temps. Oui, tout à fait. Oui. Après, au refuge, on prend son temps, hein, et on fait principalement des siestes entre 30 minutes et 1h30. Ça dépendait des moments. Voilà, principalement, on faisait une micro-sieste en une petite demi-heure, même pas en début de nuit. Et vers la fin de la nuit, on faisait une sieste plus longue d'1 heure, 1h30. Alors, au total, sur donc 138 heures de course pour cette édition-là, 450 km, est-ce que tu sais à peu près combien de temps tu as passé à dormir pour te recharger un petit peu et te régénérer? Je dirais entre 6 et 8 heures, à peu près ça. Alors, comment tu fais? Parce que là, il y a quand même un gros point d'interrogation. Comment tenir aussi longtemps
sans avoir ce besoin de dormir, ou est-ce que tu arrives à peut-être l'occulter? Est-ce que ça se travaille, ça, cette préparation pour chasser le sommeil? Ça se travaille. Après, il faut avoir du bon sommeil. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance de m'allonger et dormir. C'est quasi instantané. Euh, Ce qu'il y a, déjà, ça se travaille et il faut dormir au bon moment. En fait, il faut trouver le moment. Il faut se connaître. Il faut connaître son cycle. Il faut savoir qu'à tel moment dans la nuit, c'est le moment où on est le plus fatigué. Et quand on va dormir, ce sera ce moment-là et pas à d'autres moments. Parce qu'il y a des moments, il y a un moment qui dure, selon la personne, l'heure elle varie, mais il y a un moment qui dure à peu près 2 heures où il faut dormir parce que notre corps il va nous faire dormir. Donc le moment où on va faire la grosse sieste, c'est à ce moment-là. Et moi, généralement c'est entre 4 heures et 6 heures, c'est le moment où même si je dors pas, je vais pas avancer. Après, avec la lumière du jour, avec le soleil, on n'a plus envie de dormir. On tire jusqu'à la nuit d'après. Mais il faut faire des siestes d'une certaine durée. Ça varie pareil sur les personnes. Sinon, on tient pas. Et donc, au quotidien, tu te prévois justement des sessions, on va dire, peut-être de nuit pour habituer ton corps à repousser peut-être le sommeil, ou aujourd'hui, tu es tellement rodé que c'est quelque chose qui est naturel pour toi? Non, je prépare pas des séances comme ça parce que c'est assez naturel pour moi. Ça a toujours été assez naturel. Après, ce qu'il faut surtout là, par exemple, avant la course, mon objectif, c'est d'arriver le mercredi matin au départ de la course complètement reposé sans avoir besoin de dormir. Là, ça va durer 2 jours, hein. 2 nuits au moins, un peu plus de 2 jours, mais 2 nuits et pas trois. Donc, le but, c'est de ne pas dormir du tout. Parce que 2 nuits, on peut le faire sans dormir si on est reposé au départ. Donc, ce qui est même plus important de savoir gérer son sommeil dans un premier temps, c'est savoir arriver à une course complètement reposé. Alors, au niveau justement du sommeil, il y a la fatigue également physique. Comment tu arrives à la contrer? Est-ce que l'alimentation, le ravitaillement suffisent justement avec l'hydratation dont on parlait tout à l'heure à repousser peut-être des crampes, une souffrance musculaire? Ou est-ce que là aussi, tu fais partie de ces extraterrestres qui ne sont pas sensibles à la fatigue et tu vas pouvoir enchaîner, enchaîner, enchaîner sans baisser de pied? Après, la fatigue, c'est surtout dans la tête, hein. C'est surtout dans la tête. C'est-à-dire que, mis à part des problèmes type crampes, euh, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de crampes. J'en ai jamais eu. J'ai peut-être un rythme qui fait que j'ai pas de crampes, je sais pas. Euh, mais c'est passer un certain nombre d'heures, passer une vingtaine d'heures, on va dire, beaucoup de pépins n'arrivent plus. Les crampes, on n'en aura pas au bout de 4 jours généralement, sauf si on boit pas pendant des heures ou si on s'alimente vraiment, vraiment mal. Et pareil, tout ce qui est petit malaise, manque de sucre et tout ça, plus on avance et moins ça arrive. Faut pas manger pendant 10 heures pour avoir vraiment un malaise, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est rare. Et moi, franchement, j'ai pas de crampes et j'ai jamais eu de vrais gros problèmes comme ça. Jamais de peur non plus sur des courses aussi longues. Tu n'as jamais été confronté à des situations périlleuses qui auraient pu mettre à un moment donné ta vie en danger, isolé peut-être en pleine montagne sans qu'il y ait de secours possible. Jamais tu as connu cette sensation où il y a peut-être eu des moments qui t'ont fait peur. Euh, Après, il y a des moments, dans les courses, il y a des moments difficiles. Il y a des moments, des passages, sur une course comme le Tour des Glaciers ou comme la Transgran Canaria ou la 360, maintenant, c'est plus la Transgran Canaria. Donc, il y a des passages qui sont difficiles. Il y a des passages qui sont exposés. Il y a des passages où on se dit, oula, si je mets les pieds d'à côté, ça va finir très bas, très en bas. Euh, mais oui, ça arrive. Après, faut avancer, quoi. Il y a pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez méthodique, d'assez raisonné. Je me dis, de toute façon, j'y suis là, il faut que j'avance. Ça change rien de m'arrêter là et puis de voir comment je vais faire. Il faut avancer. Donc j'essaie de pas me poser des questions, de pas me dire, oui, ben là, ça va être dangereux, quoi. On le sait, c'est la montagne, hein. Donc tu prends le départ d'une course,
déjà, on sait que cette façon raisonnée que tu as d'aborder la course fera que tu seras, sauf vraiment catastrophe, à l'arrivée. Il n'y a pas vraiment de surprise. Tu prends le départ d'une course pour aller jusqu'au bout sans pour autant te mettre fondamentalement à un moment donné en danger. Après, voilà, les dangers, ils sont là, on le sait. Il faut être lucide tout le temps pour se dire, pour faire les meilleurs choix. Au Tour, il y a 2 ans, il y a eu un passage où c'était très enneigé. La trace, elle n'existait pas. C'est moi qui ai ouvert la trace. Donc, c'était dans un pierrier et on voyait pas le chemin. Il y avait la neige qui était très uniforme. Avant de partir, sur une belle descente, je me suis demandé 2 fois, est-ce que je vais y aller ou est-ce que je vais faire demi-tour? Mais après, voilà, on va dire, cette descente-là, sur 20 km de descente, je crois que j'ai dû mettre 55 minutes pour la descendre. Cette année, le même passage, il n'y avait pas de neige, on a mis un quart d'heure parce que c'est quand même un chemin compliqué. Donc, on a fait du 4 à l'heure en descente en prenant les précautions. Voilà, donc j'étais 4 fois plus lent qu'est-ce que j'aurais été. Voilà, sur des passages délicats, généralement, c'est ce qui se passe, c'est que je prends mon temps. Et en termes d'aiguillage, de balisage, sur ces courses-là, comment ça se passe? Parce que sur une aussi longue distance, est-ce qu'il est possible d'avoir un balisage suffisamment régulier ou est-ce que tu travailles peut-être déjà la cartographie en amont pour savoir où tu vas passer? Est-ce que déjà dans la tête, le parcours n'est pas déjà imprimé? Tu le disais, hein, être très méthodique. Donc, est-ce que cette méthodologie te pousse à étudier, à faire comme tu le fais là aux Canaries, à repérer, à savoir déjà par où tu vas passer? Comment tu prépares tes courses en amont? Alors après, ça dépend. Les courses comme le Tour des Glaciers, comme la Transcanaria, comme la 360, c'est des courses qui sont très spéciales parce que justement, il n'y a pas de balisage. C'est-à-dire que les balisages, c'est sur sa montre ou sur son GPS et il faut suivre une trace. Donc c'est pour ça que je suis là une semaine et demie avant. C'est parce que là, pendant la semaine, j'ai essayé de reconnaître tout le parcours et j'ai la chance d'avoir une mémoire assez photographique. Donc je passe une fois à un endroit, je m'en rappelé, j'aurais pas besoin du GPS. Donc les Tours, c'est pareil. Les Tours, cette année, je me rappelais des endroits où je suis passé il y a 2 ans sur la première édition. Et franchement, le GPS, je l'ai même pas regardé, mais il n'y a pas de balisage. Donc effectivement, oui, ces courses-là se préparent. Il faut, je sais pas qu'il faut absolument, mais euh, dans les repérages, je sais que je vais me perdre sur le 200 km, je vais me perdre 20 fois. Une fois tous les 10 km, je vais me paumer. Donc, je préfère me paumer dans les repérages que me paumer dans la course. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, quelle montre tu utilises pour avoir justement une telle autonomie? Quelle est la marque qui aujourd'hui t'offre une autonomie aussi importante et comment tu fais pour peut-être recharger ta montre parce que c'est pas le peu de temps de sommeil que tu as qui va te permettre de recharger la montre. 6 à 8 heures pour 138 heures de course sur le Tour des Glaciers, la montre, elle a dû quand même montrer de belles capacités de résistance elle aussi pour avoir une batterie qui tienne la charge. Ah ben, la montre, c'est les Garmin. J'en ai deux, hein. J'ai une Enduro et une Phoenix 6X Solar euh, parce que l'Enduro, elle n'a pas de carto, donc elle est très bien sur des courses classiques. Elle dure une centaine d'heures. Maintenant, sur une course où on est en orientation GPS, c'est quand même mieux d'avoir la carte. Donc, généralement, je vais naviguer avec mon Enduro parce qu'il a beaucoup plus d'autonomie que la Phoenix 6X en navigation. Et quand j'ai des doutes, j'ai toujours la 6X pour aller regarder la carte s'il y a vraiment des doutes au niveau de la navigation. C'est vrai que c'est les deux principales montres que j'utilise, soit l'une, soit l'autre, mais j'ai les deux. Hein. Si tu remarqueras sur les vidéos ou sur les photos qu'on voit, j'ai une montre à chaque poignet. Ta famille, quand tu leur annonces le programme de tes courses, si tu fais un programme d'ailleurs, parce que tu dis j'en fais 40 parfois dans l'année, donc les week-ends doivent être bien remplis. Comment ça se passe pour planifier, organiser et quels ont été justement les retours de tes proches quand ils t'ont vu justement te lancer dans ces courses très très longue distance? Alors ma famille, ma mère, elle vient d'Italie, donc elle a vu ça de loin, elle a commencé à me suivre. Je pense qu'elle s'est rendue compte de ce que je faisais euh, en 2019 quand j'ai gagné les Tours des Glaciers. Hein.
Au niveau de ma famille, ma femme, elle m'a connu euh, en 2016, 2015, non 2016. Oui, c'est ça, en 2016. Donc, quand j'étais déjà, ça faisait 6 ans que je faisais ça. Donc, elle m'a toujours vu comme ça. Quand elle m'a connu au départ, elle se disait, bon, bah, elle était déjà prête à me voir partir une fois par semaine quelque part. Et au final, ben, comme je ramène la famille avec moi la plupart du temps, ben, au final, ça se passe bien. Après, il y a ces périodes-là où je pars parce que là, par exemple, cet été, je suis parti pour enchaîner la TDS puis la Swisspeak et les Thor sur 3 semaines. Ben, 3 semaines où pendant 2 semaines je cours, c'est pas intéressant d'amener la famille. En plus, en faisant en voiture France, Suisse et Italie, c'est un périple. Je vais pas leur faire subir. C'est pas quelque chose d'intéressant. En passant 2 semaines à m'attendre sur les trois, c'est pas. Et là, je suis tout seul parce que le petit il a école et donc on va pas le déscolariser tous les mois, une semaine ou deux. Donc c'est pour ça. Mais sinon, j'amène toujours la famille avec. Donc on sent la personne méthodique, l'homme raisonné que tu es. Et oui, en effet, cet été, je comptabilisais, c'était plus de 2400 kilomètres en l'espace de 2 mois. Donc, autant dire que moi, je dois en être, toi, sur l'année 2021 à même pas 1500, 1600 kilomètres. Là, toi, en 2 mois, tu exploses les compteurs. Est-ce que tu sais à peu près combien tu réalises de kilomètres par an? Est-ce que tu tiens un petit carnet avec les stats? Je tiens pas de carnet, j'ai Strava qui m'aide, comme beaucoup de monde. Et bon, là, les 2 dernières années, c'est particulier parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de courses. Et puis, je travaillais pas, donc parce que je travaillais à Disney, donc on était pendant quasiment une année complète au chômage partiel. Donc, quand je vais pas au travail, ben, je suis avec la famille, et donc ben, je m'entraîne moins. Donc, les 2 dernières années, je saurais pas dire. La dernière année où j'ai fait une année complète, c'était 2019. J'ai dû faire je crois, 1800 kilomètres, un peu plus peut-être. Donc voilà, ça fait un peu de kilomètres quand même. Est-ce que ça a été difficile pour toi, cette période de confinement? Euh, tu as tourné dans ton kilomètre dérogatoire autour de la maison ou tu as pris quelques libertés? Après, en ayant pas mal de sponsors et pas mal de sponsors qui m'aident aussi financièrement, je leur ai demandé des attestations et voilà. Et puis je suis allé m'entraîner normalement parce que voilà, j'ai la possibilité de le faire, je l'ai fait. J'ai également, tous mes déplacements, je les ai toujours fait à pied, j'ai continué à le faire. C'est-à-dire que les petits, ils avaient le droit dans le confinement d'aller chez la nounou, ben, on l'a amené chez la nounou. La nounou, elle habite à 10 km de la maison, je l'ai toujours amené en courant, je l'ai amené en courant. Donc, je faisais mon entraînement en l'amenant chez la nounou. Les courses, ben, j'ai rien changé dans mes habitudes, j'allais au même supermarché que d'habitude qui se trouve à 12 km de la maison en courant, avec les petits en poussette, et puis voilà. Puis les courses, elles allaient sous la poussette. Donc, je me suis entraîné comme j'ai pu en jouant avec les règles, hein, mais en les respectant. Donc, tu faisais Voilà, du running poussette alors. Donc, tu as c'est ça, poussé la poussette et c'est tu ça. travailles le Et puis, renfort en même temps. c'est ça. Puis quand on a un partenaire qui fait des lampes frontales et qui sort un nouveau modèle, c'est tombé pile poil quand on a eu le couvre-feu l'année dernière. Ben, Gollum a sorti un nouveau modèle en mi-novembre. Et à partir de mi-octobre, j'avais le modèle à tester. Et même après, je l'ai gardé. Donc, il m'a demandé de tester le modèle. Et quand on le teste, c'est pas 1 heure de 6 à 7. Il faut le tester 3, 4, 5 heures. Donc, j'ai eu l'attestation qui allait avec. Comme quoi, ben, on me demandait de faire des sorties la nuit pour tester l'arme frontale. Et j'ai été arrêté, je sais plus combien de fois par les gendarmes parce que j'habite à côté de la gendarmerie. Ben, j'aurais toujours expliqué ce que je faisais. Euh, c'est dur de tester l'arme frontale 2 jours. Donc voilà, voilà.
Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, justement, les gens n'ont pas dit, ben voilà, Lucas, il pousse un peu le bouchon, il profite de ce test de lampe frontale pour aller tranquillement pratiquer son sport préféré? Les gendarmes, peut-être, hein, qui t'ont arrêté, comme tu l'as dit. Est-ce que ça t'a valu quelques messages un petit peu plus désobligeants que d'habitude? Non, non, franchement, non. C'est, il y a eu des petites discussions parce que surtout ils étaient intéressés par ce que je faisais, mais non, du moment où je leur expliquais ce que je faisais et tout ça, ben voilà, pour eux, déjà, il y a des modèles de dérogation pour les sportifs. C'est noir sur blanc. Et il y a des modèles qui sont pour les sportifs considérés comme de haut niveau. Moi, j'y suis pas. Mais il y a des modèles aussi dans le même modèle, c'est euh, sponsorisé. Donc après, c'est même pas moi qui est responsable. Si mes sponsors ont pris la responsabilité de me signer un papier tel quel, ben voilà, il faut savoir que les jours où il y a un contrôle qui se passe où quelqu'un pousse les bouchons un peu, ben si j'avais été vraiment dans mon tort, ça serait monté jusqu'au sponsor. Donc c'est quelque chose qui a été fait sciemment euh, et euh, et c'est voilà pour moi en plus en allant tester une lampe frontale dans les bois à 2 heures du matin, les risques de contagion par rapport à la Covid-19, mis à part un tout peu de sanglier que je croise de temps en temps, voilà, ils sont minimes. Donc effectivement, il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, allez, tous les 10 posts, il y avait un commentaire, mais les trois quarts, les 90% de mes fans répondaient. Euh, voilà, j'ai quasiment jamais eu besoin de dire quoi que ce soit. C'était même pas moi qui donnais les réponses. C'est des choses qui sont comprises. Après, j'ai la chance de pouvoir le faire, je l'ai fait. En plein confinement, l'an dernier, quand on a eu le deuxième confinement au mois de novembre, ça faisait depuis avant que cette histoire commence, on avait prévu un voyage aux Canaries pour tester un parcours qui traversait toutes les îles Canaries. Donc, ben, il est arrivé qu'on a été confinés. Quand on a un voyage qui est prévu d'avant ça, euh, par les sponsors, parce que c'est quelque chose que j'ai pour voir qu'il y a un de mes sponsors qui avait tout pris en charge, le voyage, tous les frais qui allaient avec, ben, on ne l'a pas annulé. Hein. On nous a fait des attestations comme quoi on allait se déplacer en dehors de France pour motif de travail, et ce qui était vrai, parce on est parti en repérage pour un projet futur. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose. Après, effectivement, c'est un beau travail, mais ça reste du travail. À Disney, dans les files d'attente, est-ce qu'on vient plus de demander des autographes aux marionnettes ou à Lucas Papi quand on le reconnaît? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des personnes viennent pour faire la photo non pas avec Mickey, mais plutôt avec Lucas? Mais, tout à fait, oui. Alors, euh, on va dire c'est très peu parce que moi j'ai commencé là où j'ai commencé vraiment à être connu, c'est quand j'ai fait c'est 2019, hein. C'est l'année où en février j'ai enchaîné la Transgran Canaria 360 et les 128 km. Et ensuite j'ai gagné le Tour des Glaciers. Et 3, 4 mois après, on était confinés. Donc le parc a fermé et il a rouvert pendant 3 mois l'été suivante et voilà. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire ça, allez, on va dire que entre la Transgran Canaria et les Tours, 1 à 2 fois par semaine, j'avais quelqu'un qui venait me demander une photo. Et après le Tour, ben, on va dire que tous les jours, j'ai au moins une personne qui venait demander de moi, me demander une photo ou quoi. J'ai même des clients des hôtels Disney qui allaient demander à la conciergerie pour pouvoir me rencontrer et tout ça. Donc c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand des gens se présentent à toi? Tu restes dans ton travail très protocolaire. On sait qu'à Disney, on peut pas forcément trop faire de vagues. Ou est-ce que tu t'autorises quand même ce petit plaisir? Ben, après, ça dépend du poste où je suis. Il y a des postes où on peut vraiment parler beaucoup. Il y a des postes où on peut pas parler, on n'a pas le temps. Donc mais j'essaie toujours de glisser un petit mot à la personne. Si je suis un poste où je peux pas bouger, où je peux pas parler parce qu'il y a des postes où on est toujours en mouvement, je dis à la personne de revenir un peu plus tard. J'essaierai là-bas dans tant de temps.
voilà. Et puis quand la personne me demande une photo, de toute façon, c'est le client est roi. Donc, il veut faire une photo avec moi, je lui fais une photo. S'il veut un autographe, je lui fais un autographe. Après, c'est pas, ouais, c'est particulier, mais voilà, je me vois mal dire, oh, non, je peux pas, désolé, je travaille. Donc, et même, c'est même pas dans l'esprit du travail Disney. On est là pour les clients. Effectivement, le client, il vient pour l'attraction ou pour le personnage. Bon, là, il veut me voir pour moi, mais c'est une exigence du client qui a payé son entrée. Donc voilà, c'est particulier. Donc, sous la casquette, sous la crinière, Lucas n'a pas pris la grosse tête, malgré ses nombreuses victoires et ses performances que tu as réalisées. Ah non, non, il faut pas, ça sert à rien. C'est pas, voilà, et ça, comme je le dis beaucoup, et comme ils disent beaucoup, ça dure qu'un temps. Hein, c'est pas, c'est dans, ça peut s'arrêter dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je sais pas. Hein. On sait jamais. Et puis voilà. Je profite du moment, hein, ça c'est sûr, mais voilà, je vais pas me dire, je suis le meilleur du monde. Voilà, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu te vois sur des courses peut-être un petit peu plus rapides? Parce que tu le disais, hein, c'est une gestion, c'est course au long cours que tu mènes. Est-ce qu'une course qui serait peut-être un petit peu plus rapide, je sais pas, comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous, d'aller te frotter à des coureurs qui sont peut-être de ton niveau, hein. Est-ce que tu exploites finalement l'intégralité de ton potentiel ou est-ce que tu es toujours dans dans cette gestion, dans les courses que tu mènes? Ben, en fait, je fais régulièrement des courses concerts. Après, euh, on va dire, si je voulais préparer une course type UTMB au diagonale dans l'optique d'aller faire un résultat, déjà, je sais même pas si je pourrais. C'est pas mon type de course. Et même en voulant, il faudrait vraiment un entraînement. Voilà, je devrais complètement changer tout dans ce que je fais. Parce que euh, pour préparer une diagonale ou une UTMB, c'est de la vitesse. Hein, c'est pas par rapport à ce que je fais, c'est la vitesse. C'est pas une promenade. Donc c'est pas du tout de la même façon que je fais. Donc, je, je l'ai fait. Hein, je vais l'année prochaine, je vais essayer d'aller à la diagonale. Si ça se passe bien, j'irai. À voir. Hein, on est en train de programmer. Euh, la TDS, j'ai faite cette année, euh, mais je sais très bien que même en voulant être performant, je ne pourrais pas aller titiller la tête de la course. Maintenant, peut-être qu'avec un vrai entraînement ciblé, je pourrais y aller, mais moi, dans ce que j'ai fait, ça serait plus du plaisir. Ça serait plus du plaisir, ça serait voilà, ça serait un travail. Donc ça, ça me convient pas. Alors, on voit hein, avec Ludovic Pommeret qui est, on va dire, pas nouveau sur le circuit, hein, il y a quand même de l'expérience derrière. Il a gagné donc la diagonale. Combien de temps tu te donnes? Parce que, voilà, tu as beau t'appeler papy, tu es encore jeune dans le trail, seulement 10 années donc, de pratique. Est-ce que tu te vois courir encore pendant de nombreuses années? Tu le disais juste avant, ça peut s'arrêter demain, je veux profiter, mais sur voilà, les 5, 10 prochaines années, où est-ce que tu te vois? Quels seraient tes prochains objectifs, les courses qui te font rêver? Est-ce qu'il y en a encore des plus grandes, des plus spectaculaires? Après, il y a toujours, hein, il y a toujours de la Barclay, ça me ferait envie de tester. Euh, En course, il y en a toujours qui naissent, il y a toujours des nouvelles courses un peu à droite à gauche qui se font et qui me plaisent. Il y a des courses où j'ai envie d'aller. Après là, comme ça, voilà, je ne saurais pas. Mais oui, peut-être tenter les backyards, ça c'est un principe qui me plaît, j'ai envie de tenter ça. Je vais un peu de temps en temps sur les courses horaires. Voilà, faut avoir le temps, mais j'ai bien envie de retourner faire quelques courses horaires, tester quelques 6 jours, des choses comme ça. L'année prochaine, je vais faire certainement en 72 heures. Euh, voilà, c'est des courses sur lesquelles je viens tout doucement et sur lesquelles j'ai envie de me tester un peu plus. Oui. Les courses de Disney, tu les as déjà faites ou pas du tout? Celles qui s'organisent autour du parc? Non, non, je fais la course des employés tous les ans, hein. Ça, c'est une chose, mais les autres courses, non, non, je les fais pas. Je les fais pas parce que
parce que voilà, c'est des courses trop courtes. Euh, En tant qu'employé, on n'est pas invité, on doit payer. Donc moi, ça me fait pas envie. J'ai pas envie d'aller dépenser, euh, d'aller dépenser 60 euros pour faire un semi-marathon. C'est pas, euh, c'est pas ce qui me fait rêver. C'est pas ce qui me fait rêver. C'est 60 euros, c'est le prix des traits des aiguilles rouges. Donc voilà. Donc, tu as choisi ton terrain plutôt vers les cimes et vers la nature. Alors, j'avais une question de Florian. Florian qui t'a déjà rencontré, je pense, sur l'échappée belle. Et il me demandait justement par rapport aux courses donc que tu réalises, hein, ce Tour des Glaciers. Comment tu les prépares, ces courses-là? Est-ce que tu enchaînes justement plusieurs courses type l'échappée belle pour justement te préparer? Ou est-ce qu'elles viennent un petit peu comme cela, sans vraiment avoir une programmation et une montée en charge au niveau des distances que tu réalises? Est-ce qu'il faut une préparation spécifique? Il faut faire des kilomètres, hein. Pour moi, il faut faire des kilomètres. Le Tour des Glaciers, comment je l'ai préparé? Tu l'as dit tout à l'heure, hein, 2400 kilomètres en 2 mois. Ça, la dernière course, c'était le Tour des Glaciers. Tous les kilomètres faits avant, c'était ma façon à moi de faire des kilomètres pour me préparer à ça. La Swiss Peak, j'ai terminé 9 jours avant le Tour, c'était les timings parfaits. J'ai terminé la Swiss Peak. Après, j'ai fait quelques petites sorties pour continuer à faire tourner les jambes, mais euh, mais c'était fait exprès pour pouvoir justement pour pouvoir me mettre en condition et me préparer à ce Tour. La TDS avant la Swiss Peak, pareil, c'était pour préparer l'enchaînement. Et en termes de récupération, après de telles courses avec des heures et des heures d'effort, le lendemain, comment on se sent? On dort bien la nuit? On profite de sa nuit de sommeil complète? Est-ce qu'il y a des séquelles au niveau peut-être des membres inférieurs? Tu disais être très peu sujet aux ampoules, contrairement à d'autres trailers peut-être sur des distances plus courtes. Comment on se sent? Comment on le vit le lendemain? Mais franchement, il y a quasiment aucune séquelle, hein. Franchement, au niveau des membres inférieurs et tout ça, j'ai vraiment quasiment jamais eu de séquelles. Euh, le lendemain, la seule chose, voilà, c'est qu'après une course comme ça, on dort beaucoup. Moi, après la Swiss Peak, mais j'ai passé des jours à dormir, hein. J'ai dormir, manger, et voilà, pour récupérer de ces sommeils. En fait, les plus durs, c'est de récupérer le manque du sommeil et de ne pas rentrer dans l'effet inverse. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans l'habitude de dormir et même si on n'a pas besoin physiologiquement de récupérer du sommeil, on dort quand même parce qu'on est rentré dans ces cycles où on dort tout le temps. Donc ça, c'est le danger après une course comme ça. Alors, qu'est-ce qui te raccroche, entre guillemets? On parlait tout à l'heure de moments difficiles. Qu'est-ce qui va pouvoir te tirer d'une passe difficile? Je vois le petit hérisson là sur la casquette. Est-ce qu'il n'y a pas un petit gris-gris, un petit signe qui te permet justement de passer des moments difficiles grâce à ce petit hérisson? Qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi il est là? Les petits hérissons, c'est un cadeau de ma femme qui date d'il y a longtemps. Et voilà, je l'ai posé là sur la casquette et puis ça m'a plu. L'hérisson, c'est une petite bestiole que j'affectionne. Euh, et, euh, et puis, moi, il me plaît. Il a plu beaucoup et donc du coup, il est resté là. Le jour où je l'avais enlevé parce qu'il y avait un petit souci technique, on va dire, on m'a demandé de le remettre. J'ai des messages des fans qui disent remets-le. Et c'est vrai que même moi, maintenant, j'ai l'habitude de l'avoir. Puis c'est marrant parce que sur mon sac à dos, maintenant, j'ai un autre hérisson qui est venu se greffer parce que c'est des copains des Canaries qui m'ont fait. C'est la femme d'un copain qui m'a fait un hérisson cousu main. Donc celui-là, maintenant, voilà, pareil, là, c'est la deuxième petite bestiole qui me suit, hein. Et, euh, et voilà, c'est vraiment. Après, dans les moments difficiles, c'est surtout dans la tête de se dire, voilà, je suis venu jusqu'à là, il faut continuer, je peux pas m'arrêter là. C'est surtout ces raisonnements-là de dire, voilà, j'ai pas fait tout ça pour ça. T'as jamais connu de blessures, des moments qui t'ont empêché de courir pendant de nombreuses semaines? Tu as été préservé, hein, tu sembles avoir une constitution relativement exceptionnelle de pouvoir enchaîner autant de dénivelé, autant de kilomètres sur des durées très très longues. Tu as une bonne étoile quand même qui veille sur toi.
Moi, je dis j'ai beaucoup de chance, oui. Oui, parce que j'ai jamais été blessé, j'ai jamais été. Euh, je me suis fait une cheville une fois, c'était avec les pompiers en jouant au volley. Je me suis fait une cheville. Euh, euh, une cheville en faisant du volley. Une semaine après, j'étais en train de courir les challenges Vallée la Drôme. Bon, avec une chevillère, j'ai fini en, avec un peu plus de temps que ce que je fais d'habitude, mais voilà, au final, j'ai terminé la course et sans trop de problèmes. Alors, Lucas, sur les résultats à l'arrivée, tu penches plus du côté français quand tu prends le départ d'une course ou tu restes quand même attaché à tes racines italiennes? Il y a quoi sur le dossard? Luca Papi, Italie, ça c'est dans les racines, ça ne bougera pas, même si la France est ton pays d'adoption. Il y a Italie parce que je suis italien, hein. Il n'y a pas, voilà, la France est mon pays d'adoption. Après, selon les organisations, par exemple, pour les torts, je suis français parce qu'ils marquent au niveau du dossard, en fait, les pays qui est marqué, c'est les pays de résidence. C'est dans les courses, on marque soit français, soit italien. Moi, voilà, c'est les deux pays que j'affectionne, donc je vais pas dire l'un ou l'autre. Moi, je suis plus citoyen du monde, on va dire. C'est pas, voilà, il y a pas vraiment de frontières, hein. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un invité, Jérôme, qui est organisateur de courses donc à travers la planète et très longue distance, avec notamment une course en Australie qui s'appelle The Track, qui fait 500 km. Est-ce que ce genre de format, en autonomie alimentaire totale, ce serait des choses auxquelles on pourrait te voir prendre part? Ah oui, mais carrément, oui. Carrément, des choses comme ça, des courses comme ça m'intéresse. Ça peut être très, très intéressant. Bon, bah, je te mettrai en relation, je t'enverrai le lien pour que tu puisses aller jeter un œil. Il y a des courses aux quatre coins du monde. Alors, comme tu dis, être un citoyen du monde, je pense que bah, ça ferait match entre bah, ces courses organisées, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie également, et puis bah, sur ce continent australien. Donc, peut-être que le hérisson se baladera à la surface de la planète dans les mois à venir et dans les années à venir. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as un programme déjà précis pour 2022? Tu disais tout à l'heure la diagonale qui était cochée à ton calendrier pour l'automne prochain. Est-ce qu'il y aura encore des défis aussi importants que le Tour des Glaciers au calendrier de ta saison? Ah oui, complètement, oui. Bon, en début d'année, il y aura la Transcanaria, les 128 km du coup. Et à la suite, la semaine suivante, il y aura un 320 km qui est à Tarragona, c'est à côté de Barcelone. Donc en fait, mon avion de retour fait une escale par Barcelone. Et du coup, ben, je m'arrête là et je fais la course. Donc plus une petite course en Italie, sur la même semaine. Normalement, je vais réussir à enchaîner. Ça me fait je comptais à peu près 500 et quelques kilomètres sur 8 jours. D'accord. Petite course. Voilà, 500 km, petite course. Donc, Voilà. on voit la nature de tes compétitions, Lucas. C'est assez impressionnant quand même. Voilà. Et après, il y aura des enchaînements. La Suspic m'a bien préparé pour le Tour. J'ai adoré la course, j'ai adoré l'organisation. Et en plus, même, on part un peu écologiquement parlant. Je descends en voiture une fois, je vais faire l'échappée belle, parce que c'est les 10 ans d'échappée belle. Donc voilà. Je me déplace juste un petit peu plus loin. Je vais à Chamonix pour une des courses de l'UTMB. Je sais pas encore laquelle, hein. Franchement, j'ai pas du tout. Moi, j'ai accès à quasiment toutes les courses parce que j'ai suis également bénévole sur UTMB, donc et même les courses de bénévoles, je peux les faire. Donc je déciderai laquelle je vais faire. Et ensuite, ce sera la Swiss Peak, donc j'échange encore un petit peu, je vais un peu plus loin, et le Tour. Donc un an de déplacement, je vais faire 4 courses sur un mois, hein. Donc voilà, cette fois-ci, je vais essayer d'y aller avec la famille. Parce que cette année, je l'ai fait sans la famille. Cette fois-ci, j'irai avec la famille sauf le Tour parce que ça sera vraiment durant l'école. Donc on va pas déscolariser les petits pendant les 3 premières semaines d'école, mais les 2 derniers jours de la Suspic, ce sera les 2 premiers jours d'école. Je pense que ce jeu-là, il va les sauter. Mais voilà. Et après, il y aura peut-être une petite traversée des îles Canaries encore sur 2 semaines avec quelques ultras à la clé à voir.
Donc encore un gros programme à venir pour cette année 2022. Au niveau écologique, tu disais être attaché en tant que citoyen du monde. Est-ce que tu as vu durant ces 10 années une évolution dans la pratique du trail? C'est un sport qui est en vogue, beaucoup de personnes s'y mettent, peut-être trop rapidement. Quels seraient tes conseils, ton regard de sage? Comment tu pourrais leur transmettre cette passion du trail sans qu'ils ne se grillent trop vite? Comment tu pourrais les mettre en garde? Il faut la première chose, la plus importante pour moi, c'est d'apprendre à s'écouter en fait. Avant tout, il y a deux choses. Il faut essayer d'écouter son corps. Il faut arrêter de faire comme les autres parce que il faut faire comme soi-même, comme on peut faire soi-même et de prendre du plaisir. Quand je dis s'écouter, c'est qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils vont prendre le programme d'entraînement de quelqu'un, faire la même, et puis ils vont se blesser juste parce que c'est pas adapté à eux. C'est pour ça. Et puis la récupération, le sommeil, tu disais que c'était des choses qui étaient quand même importantes, même si sur ta course, le Tour des Glaciers, tu as très très peu dormi. Alors moi je te remercie, Lucas, pour cet échange en direct des Canaries. Un grand merci à toi. Puis je remercie également Aurélien Collet, qui nous a mis en relation et qui a apporté sa pierre à l'édifice dans la réalisation de cet épisode aujourd'hui. Merci à toi, c'est vraiment un plaisir, c'est toujours intéressant les échanges comme ça. Merci beaucoup. Alors, sur quel réseau, Lucas, les gens peuvent vraiment te contacter assez facilement, même s'il faut qu'ils soient patients parce que tu reçois de nombreuses sollicitations et de nombreux messages. Donc, sur quel réseau on peut te retrouver le plus facilement? Entre Facebook et Instagram, les deux, j'essaie d'aller régulièrement. Après, des fois, je vois des messages une semaine après. Donc voilà, mais c'est sur les deux, voilà. Et privilégier, si on veut me contacter pour poser des questions, les messages privés plutôt que les réponses ou les commentaires sur les posts. Parce que ça, il y a les notifications, je dois avoir entre 50 et 80 notifications par jour de messages. Donc je n'arriverai jamais à tous les lire, à tous répondre. Il y a un moment, j'y arrivais, mais là, c'est juste pas possible. C'est la popularité, tu deviens un des personnages emblématiques du trail. Et je te remercie d'avoir pris du temps pendant ton stage de préparation avant cette grande course aux Canaries pour échanger sur ta passion, ta vision du monde et puis cette ultra trailer, cet extraterrien que tu es. Un grand merci à toi, Lucas. Merci beaucoup. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.